Guillaume, bonsoir. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. À la une, après la mise en lumière du scandale de Betterham, la parole se libère, cette fois-ci sur un autre établissement privé catholique qui se situe à Dax. Et son nom, Notre-Dame du Sacré-Cœur, surnommé également Cendrillon. Alors sur les réseaux sociaux, plusieurs anciens élèves évoquent des violences physiques, psychiques, des agressions sexuelles, voire des viols. 2 plaintes avaient notamment été déposées en 2020, l'une pour viol, l'autre pour agression sexuelle, mais elles ont été classées sans suite puisque les faits étaient tout simplement prescrits. Pierre, 75 ans, est à l'origine justement de cette plainte, scolarisé dans l'établissement entre les années 60 et 65. Aujourd'hui, avec le scandale de Betterham, la parole se libère, la sienne également. Il est temps de briser l'omerta, c'est ce qu'il a déclaré chez nos confrères d'ici Gascogne. J'avais peur qu'on en paraisse au sens de ce que je faisais, qui a été un combat de très longues années, tandis que maintenant, là où on en est arrivé, c'est que j'ai plus peur de rien, quoi. J'ai 75 ans, j'ai pas peur qu'on en paraisse, j'ai pas peur qu'on dise qu'à Cendrillon il y avait ça, alors que ça n'a jamais paru. C'est presque un soulagement pour voir. Mais si vous voulez, c'est resté, pour l'instant, c'est Cendrillon, c'est l'omerta. J'en suis peut-être pas les mots exacts que j'espère que ça éclabousse, mais que ça permette de mettre à jour, de voir que c'est des réseaux incroyables. J'ai été sous la coupe de ces attoucheurs pédocriminels et je suis trop vieux. Mais ce que est en train de faire Esquerre, j'aurais, je sais pas moi, 20 ans de moins, je le ferai au même titre aujourd'hui pour Cendrillon, pour faire éclater la vérité, pour que ça se reproduise plus. Autre témoignage tout aussi fort, celui de son frère qui a 10 mois de moins que lui. Il s'est longtemps senti coupable justement des viols qu'il a subis. Il avait seulement 3 ans. Écoutez. Ils sentent la fragilité de l'enfant, ce qui était mon cas, parce que j'étais en rupture avec mes parents. Ils sentent que cet enfant-là recherche une affection, donc naïvement, on peut aller vers lui. J'ai finalement cru à un moment donné que j'étais responsable de ce qui m'arrivait. Je pense que j'ai envoyé des signaux à mes parents. Ça n'a jamais rien donné. Alors si vous voulez que je vous parle du viol, je peux vous en parler, sauf que c'est brutal. Je me suis revu assis sur le canapé de sa chambre et je l'ai vu me défaire la braguette. Je l'ai vu me demander de lui défaire la braguette. Je l'ai vu et je le sais maintenant que j'ai fait des fellations. Je sais maintenant qu'il m'a fait des pénétrations digitales, anales. Aujourd'hui, j'en parle. Mais on m'a tellement peu écouté que moi, maintenant, à 75 ans, je veux vivre. Alors, contacté par ici Gascogne, le chargé de communication du diocèse indique que l'évêque est actuellement en retraite dans une abbaye, mais il s'engage toutefois à communiquer dans les prochaines heures sur ce sujet. Toujours sur le plan judiciaire, direction Vannes avec la 3e journée d'audience dans le cadre du procès de Joël Le Squarnec. Et hier, la Cour s'est penchée sur l'histoire familiale. Elle s'est intéressée notamment à l'omerta, une nouvelle fois, qui régnait dans cette famille, hantée par les non-dits et les nombreux silences. À la barre, 2 des enfants du prévenu qui ont témoigné, qui ont assuré qu'il n'y avait en aucun cas conscience des agissements de leur père. L'un des cadets est également revenu sur des viols subis de la part de son grand-père paternel. Aujourd'hui, les non-dits étaient encore à l'honneur, cette fois-ci avec à la barre l'ex-épouse de Joël Le Squarnec. Celle-ci affirme ne jamais avoir eu le moindre soupçon sur les penchants pédophiles de son mari, malgré différents écrits. Il y avait une première condamnation, notamment du chirurgien pour détention d'images pédopornographiques en 2005, toujours à Vannes, et puis une autre lettre manuscrite qui datait de 2010, qui avait été versée au dossier. Et on suivra ces dossiers de très près dans le Grand JT. C'est une première en France. L'État indemnise 10 familles pour compenser l'absence d'un professeur de français non remplacé. Et chacune d'elles va donc recevoir 800 €. Alors 300 pour les parents, 500 pour les enfants. Alors lors de l'année 2022-2023, ce prof de français d'une classe de seconde n'a pas été remplacé malgré une longue absence. Les enfants scolarisés au lycée d'Amboise dans cette classe de seconde ont quand même perdu 50 heures de cours. Ce sont 10 familles qui sont membres du collectif On veut des profs. Et je vous propose d'écouter justement leur avocate, maître Joyce Pitcher, c'est au micro d'RMC. On voit une pression des tribunaux qui augmente sur l'État. On a la sensation vraiment que les tribunaux ont pris la mesure de ce problème. On a d'abord eu des indemnisations symboliques de 1 € par heure perdue initialement. Là, on voit que les tribunaux condamnent maintenant à 10 € par heure perdue pour les élèves. Et la nouveauté, effectivement, de cette décision du tribunal d'Orléans, c'est l'indemnisation du préjudice moral des parents. Les parents ont dû s'investir auprès de leurs enfants pour essayer de continuer, en fait,
les apprentissages. Ensuite, on a une inquiétude quand même des parents, vu qu'on ressent vraiment au quotidien les inquiétudes dans l'apprentissage de leurs enfants. Et ce tribunal-là, donc tribunal administratif d'Orléans, a considéré que cela constitue un préjudice moral qui devait être réparé, donc à hauteur de 300 € par famille. Et cette jurisprudence pourrait profiter à d'autres familles, puisque selon le collectif, le tribunal administratif de Paris doit se prononcer très prochainement sur 13 dossiers similaires. Sur un tout autre sujet maintenant, la loi interdit la vente de puffs et elle est entrée en vigueur hier. Adoptée à l'unanimité, c'était le 13 février dernier par le Parlement, ces cigarettes électroniques jetables, facilement accessibles et très privées des jeunes ne sont donc plus disponibles. Elles sont apparues sur le marché en 2021. Elles sont dommageables à la fois pour la santé mais aussi pour l'environnement. La violation de cette interdiction sera sanctionnée d'une amende de 100 000 €. Elle sera doublée en cas de récidive à hauteur de 200 000 €. La France devient ainsi le deuxième État européen, après la Belgique, à interdire cette commercialisation des puffs sur son territoire. En Belgique, cela remonte au 1er janvier de cette année. Cette nouvelle étude alarmante concernant les jeunes et les écrans, l'utilisation 4 heures par jour, augmenterait de 97% le risque de myopie. L'étude a été menée par des chercheurs de Corée du Sud sur plus de 300 000 participants âgés en moyenne de 9 ans. Elle démontre une nouvelle fois le lien entre l'exposition aux écrans et la myopie, principalement chez les jeunes. Alors, à titre de comparaison, 1 heure par jour devant les écrans augmenterait de 5% le risque. Un risque qui est tel que selon des précédentes recherches, 40% des enfants et adolescents du monde pourraient être myopes d'ici 2040. Et cela s'explique pour 2 raisons. Je propose d'écouter ce professeur, ancien chef du service d'ophtalmologie de l'hôpital américain à Paris, au micro d'RMC. Des enfants qui ont 2 ans et qui sont devant des tablettes, ils manquent de soleil par rapport à d'autres enfants qui sortent. On a démontré que la lumière diminuait l'allongement de l'œil, donc la myopie. Et en plus, ils ont le facteur de contracter fort leurs muscles pour pouvoir voir devant leur tablette. On contracte un muscle qui provoque l'allongement de l'œil, donc la myopie. Alors pour se protéger, le mieux étant de limiter au maximum l'usage de ces écrans, mais également de sortir pour bénéficier de la lumière du soleil. Enfin, depuis hier, la plateforme numérique Mon Master est ouverte, apportant son lot de stress et d'angoisse administrative. Pour tous les jeunes, effectivement, qui nous regardent, une plateforme qui recense les vœux des futurs licenciés. Comme chaque année, les étudiants vont donc devoir s'inscrire, créer un compte sur ce site avant de détailler leur parcours post-bac. Une première étape qui prendra fin le 24 mars prochain, à la suite de quoi les universités et les établissements vont examiner les candidatures pour formuler les premières propositions d'admission. Et parmi les nouveautés de cette année, la modernisation et l'intuitivité de la plateforme pour les utilisateurs, et puis des guides qui sont également proposés afin de faciliter les candidatures, pour demander les bourses également, ou encore les césures et aménager son temps de travail. Le tout, c'est sur l'onglet S'informer. Au total, ce sont 8000 formations qui sont accessibles et disponibles à tous. Merci beaucoup Guillaume.